Dans une petite ville de province près de Tours, ce soir-là, le ciel commençait à se teinter d'orange. Les rues étaient animées par les lycéens qui sortaient des cours, un marchand de crêpes qui interpellait les passants pour sa dernière tournée, et le son des cloches de l'église sonnant l'Angélus au loin. Au milieu de cette agitation, une jeune fille nommée Camille marchait rapidement, serrant contre sa poitrine un vieux sac à dos usé. Son jean était un peu délavé et ses baskets portaient les traces de la journée. Camille n'était pas une fille ordinaire. Bien qu'elle mène une vie modeste, elle était connue dans son quartier comme une jeune fille intelligente, polie, et qui n'hésitait pas à élever la voix face à l'injustice. Son père, Jean-Pierre, chauffeur VTC, venait d'avoir un petit accident, percuté par la voiture d'un riche entrepreneur local qui était ivre. Ironiquement, l'homme d'affaires avait refusé d'assumer ses responsabilités et avait plutôt utilisé ses relations à la police pour inverser la situation. C'était maintenant le père de Camille qui était accusé d'avoir provoqué l'accident. Cela faisait une semaine que Jean-Pierre était en garde à vue au commissariat de quartier. Camille faisait des allers-retours au commissariat, apportant des documents, des preuves et des témoignages. Mais tous ses efforts se heurtaient au même résultat, un refus poli ou une indifférence totale. Jusqu'à ce jour où elle fut convoquée par un policier, le brigadier-chef Dubois, connu pour son arrogance et son goût pour l'argent. Les pots de vin. Camille se tenait devant un long bureau en bois dans une pièce étouffante. Une odeur de tabac froid et de vieux dossiers se mélangeait, lui donnant la nausée. Le brigadier-chef Dubois. Un homme à l'abdomen proéminent et au visage dur la dévisageait de l'autre côté du bureau. « Tu es Camille, la fille de Jean-Pierre ? » ?»« Oui, monsieur. »« Tu veux que ton père soit libéré, n'est-ce pas ?» Camille hocha lentement la tête. « Eh bien, c'est facile. Tout peut s'arranger si tu comprends comment les adultes fonctionnent. Donne-moi juste 2000 €. L'affaire est classée. Demain, ton père pourra rentrer chez lui. » Camille resta silencieuse. 2000 €. Pour d'autres, c'était peut-être peu, mais pour une famille comme la leur, c'était une somme énorme. Il ne lui restait que 50 € d'économie, gagnés grâce à ses petits boulots de babysitting à l'école. « Monsieur, nous n'avons pas cette somme, » dit-elle doucement. « Eh bien, trouve-la. Tu veux attendre que ton père vieillisse en cellule ? Tu n'as pas pitié ? » Dubois haussa le ton. « Les policiers aussi sont humains, gamine. Tout a un coût. » Camille se mordit la lèvre. Son cœur balançait entre la colère et la tristesse. Mais au milieu de cette pression, elle continua de fixer Dubois droit dans les yeux, calmement. « Si je vous paie, cela signifie que je participe à la corruption, monsieur. Vous savez que c'est mal. » Le brigadier-chef Dubois ricana. « Tu joues les saintes nitouches ? Le monde ne suit pas les règles des livres, gamine. Celui qui a l'argent gagne. » Camille prit une profonde inspiration. « Si c'est vraiment ce que vous croyez, alors soit. Mais je ne paierai pas un seul centime. » Elle se leva, inclina poliment la tête, puis sortit d'un pas assuré. La voix de Dubois résonna derrière elle. « Tu vas le regretter. Petite idéaliste prétentieuse. » Dehors, l'air du soir semblait plus frais, mais la poitrine de Camille était encore brûlante. Elle se dirigea vers leur petit appartement HLM, situé dans une ruelle étroite derrière le marché couvert. En arrivant, sa mère, Sophie, l'accueillit avec des yeux bouffis par les larmes. « Alors, Camille ? Qu'a dit la police ? » ?»« Ils demandent de l'argent, maman, » répondit Camille d'un ton neutre. « Combien ? 2000 €. » Sophie resta interdite. Ses mains tremblaient en tenant une cuillère en bois. « Nous n'avons plus rien, Camille. La voiture, de VTC, a été mise en fourrière, et nos économies sont parties dans les frais médicaux. » Camille s'approcha, serrant doucement sa mère dans ses bras. « Calme-toi, maman. Nous ne paierons pas un centime. Je trouverai un autre moyen. » Ce soir-là, après un repas frugal, Camille s'assit devant son vieil ordinateur portable. Elle ouvrit les réseaux sociaux et commença à écrire un long texte sur le cas de son père. Complet, avec des photos des blessures de Jean-Pierre, la chronologie des événements, et le nom du policier qui avait demandé un pot de vin. Elle n'écrivait pas avec émotion, mais avec des faits et de l'honnêteté. Elle publia le message sur Facebook et TikTok, les deux plateformes les plus utilisées dans sa ville. Si le monde réel ne veut pas écouter, peut-être que le monde virtuel le fera, pensa-t-elle. Le lendemain matin, quelque chose d'inattendu se produisit. En allumant son téléphone, les notifications affluaient. Des centaines de commentaires et des milliers de personnes avaient partagé sa publication. Certains étaient en colère, d'autres exprimaient leur sympathie, et quelques-uns proposaient une aide juridique.
Un message privé venait d'un compte nommé Association Justice et Droit pour tous, AJDPT. Ils écrivaient « Nous avons lu votre histoire, Camille. Nous sommes prêts à vous aider gratuitement. Veuillez nous envoyer les documents et les preuves que vous possédez. » Les larmes de Camille coulèrent sans qu'elle s'en rende compte. Elle n'arrivait pas à croire que sa décision de refuser le pot de vin et de combattre l'injustice commençait à porter ses fruits. Cependant, d'un autre côté, la nouvelle virale parvint aussi aux oreilles du brigadier-chef Dubois. Il fut furieux lorsque son nom et son visage commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux. Dans son bureau, il jeta son téléphone et hurla de colère. « Cette gamine des quartiers populaires veut me défier ? Elle ne sait pas qui je suis. » Dubois appela immédiatement 2 de ses subordonnés et leur ordonna de gérer le problème. S'il le faut, supprimez toutes ces publications. Ne la laissez pas faire plus de bruit. Mais le flux des réseaux sociaux ne pouvait plus être arrêté. Les journalistes locaux commencèrent à affluer au commissariat. Ils posaient des questions sur les allégations d'extorsion contre la famille d'un chauffeur VTC. L'atmosphère au bureau devint soudainement tendue. L'après-midi, Camille reçut un appel inconnu. « Allô, Camille à l'appareil. »« Oui, bonjour. Nous sommes de l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale, la Police des Polices. Nous souhaitons vous parler du signalement que vous avez publié. » Le cœur de Camille s'emballa. Elle ne savait pas si c'était une bonne nouvelle ou un piège. Mais elle choisit de faire confiance. Elle accepta de se rendre à la direction départementale de la sécurité publique, DDSP, le lendemain, accompagnée d'un représentant de l'AJDPT. Cette nuit-là, elle pria longuement. Elle réalisait que le combat ne faisait que commencer. Et même si elle avait encore peur, elle sentait quelque chose dans son cœur. Une sorte de certitude que la vérité, tôt ou tard, trouverait son propre chemin. Elle se rendit à la DDSP accompagnée de l'avocat de l'AJDPT, un jeune homme nommé Maître Lucas. Il portait un blazer gris et tenait une chemise contenant toutes les preuves que Camille avait rassemblées. Le certificat de l'hôpital, les photos des blessures de son père, et un enregistrement de la conversation au commissariat qu'elle avait discrètement réalisé avec son téléphone. Dans le bus de ville qui les emmenait, Camille serrait fermement son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement. Maître Lucas se tourna vers elle avec un sourire calme. « Vous avez déjà été incroyablement courageuse, Camille. Peu de gens osent affronter un fonctionnaire comme ça. Je veux juste que mon père soit libéré, maître. » « Rien de plus, » répondit Camille doucement. « Et c'est suffisant. Parfois, les grands changements commencent par une intention simple. » Camille hocha doucement la tête. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle, une simple lycéenne, deviendrait le centre de l'attention médiatique. Son visage était déjà apparu dans plusieurs articles en ligne avec le titre « Une lycéenne affronte un policier extorqueur ». En arrivant à la DDSP, l'atmosphère était tendue. Plusieurs journalistes attendaient à l'extérieur, caméra et micro à la main. Camille baissa timidement les yeux lorsque l'un d'eux cria son nom. « Mademoiselle Camille, est-ce vrai que vous avez signalé le brigadier-chef Dubois ? Est-il vrai que la police a exigé un pot de vin ?» Maître Lucas intervint rapidement. « Nous ne pouvons faire aucune déclaration pour le moment. Nous verrons après l'audition. » Dans le bureau de l'IGPN, un officier supérieur, le commandant Martin, les accueillit d'un ton calme. « Asseyez-vous, mademoiselle Camille. Nous avons lu votre rapport. Maintenant, racontez-moi la chronologie depuis le début. » Camille raconta tout avec honnêteté. De l'accident de son père jusqu'à la demande de pot de vin. Elle remit également l'enregistrement audio où l'on entendait clairement la voix du brigadier-chef Dubois dire « Donnez-moi 2000 €, et l'affaire est classée. » Le commandant Martin resta longtemps silencieux en écoutant. Son visage était sérieux, mais ses yeux montraient de l'empathie. « Bien, c'est une preuve solide. Nous allons donner suite, mais vous devez être prête, Camille. Parfois, après un tel signalement, la pression peut venir de nombreuses directions. » Camille se contenta d'acquiescer. « Je suis prête, monsieur. Tant que je m'en tiens à la vérité, je n'aurai pas peur. » Le soir, lorsque Camille rentra chez elle, l'atmosphère dans le quartier avait changé. Certains voisins la regardaient avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Certains chuchotaient, d'autres la félicitaient discrètement. Mais il y avait aussi ceux qui la mettaient en garde. « Camille, fais attention, hein. La police a des gens partout, » lui dit Madame Duval, sa voisine. « Oui, madame. Je sais. » À l'intérieur, sa mère avait l'air inquiète. « Quelqu'un est venu tout à l'heure, Camille. Je ne le connaissais pas. Il a posé des questions sur toi,
disant qu'il voulait juste discuter, mais son regard n'était pas rassurant. Camille se tut. Elle savait que la menace dont le commandant Martin l'avait averti commençait à se matérialiser. Cette nuit-là, elle vérifia que toutes les portes étaient verrouillées et que la lumière du palier restait allumée. Mais la peur ne pouvait être entièrement chassée. Le lendemain, l'affaire prit de l'ampleur. Une vidéo de l'enregistrement audio de Dubois, transmise à l'IGPN, avait fuité dans les médias. En quelques heures, le hashtag Justice pour Camille devint une tendance sur X, anciennement Twitter. De nombreux citoyens commencèrent à écrire sur des expériences similaires d'extorsion par des agents de la force publique. De son côté, le brigadier-chef Dubois était de plus en plus en colère. Il se sentait humilié devant toute la ville. Dans son bureau, il hurla devant ses collègues. « À cause de cette gamine, ma carrière pourrait être fichue. Je ne vais pas me laisser faire. » Cette nuit-là, 2 hommes en civil furent vus en train d'observer la maison de Camille de loin. Ils se tenaient sous un lampadaire, faisant semblant de fumer. Camille les vit depuis sa fenêtre et son cœur commença à s'emballer. Elle appela maître Lucas d'une voix basse. « Maître, je crois qu'il y a des gens qui surveillent la maison. Ne panique pas. Ferme les rideaux. Ne sors pas. Je contacte un collègue policier de confiance. » Moins d'1 heure plus tard, 2 membres de l'IGPN arrivèrent et prirent position devant l'immeuble. La mère de Camille serra immédiatement sa fille dans ses bras. « Mon Dieu, Camille. En arriver là. Nous faire peur comme ça. » Camille ne put qu'esquisser un sourire las. « Ce n'est pas grave, maman. Si nous reculons maintenant, ils gagnent. » 2 jours plus tard, l'IGPN convoqua officiellement le brigadier-chef Dubois pour un interrogatoire. Il arriva avec un visage froid, essayant de paraître calme. Mais les journalistes avaient envahi le parvis. Il baissa la tête, refusant de parler. Mais les nouvelles continuaient de circuler et l'opinion publique devenait de plus en plus tranchante. Plusieurs ONG commencèrent à se joindre au débat. Même le député de la circonscription demanda au préfet d'intervenir directement. Au lycée, les amis de Camille la regardaient avec admiration. Le CPE, conseiller principal d'éducation, la convoqua pour l'encourager. « Tu es formidable, Camille. N'aie pas peur. Tu nous rappelles à tous que l'honnêteté a encore sa place. » Cependant, tout le monde n'était pas de son côté. Un professeur, connu pour être proche des forces de l'ordre, l'avertit « Tu n'es encore qu'une enfant. Ne joue pas avec le feu avec les gens en uniforme. Le monde n'est pas aussi simple que le bien et le mal. » Camille répondit poliment. « Peut-être, monsieur. Mais si nous restons tous silencieux, le monde ne changera jamais. » Pendant ce temps, à la maison d'arrêt, son père commença à entendre parler du combat de sa fille. L'un des gardiens lui glissa « M'sieur, votre fille fait la une des journaux. Il paraît qu'elle a dénoncé le flic qui vous a fait tomber. » Jean-Pierre ne put que laisser couler ses larmes. « Mon Dieu, ma fille est donc si forte. » Les jours suivants furent épuisants. Camille devait faire la navette entre le cabinet d'avocats, répondre aux interviews des médias, tout en continuant d'aller au lycée. La pression ne venait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de la peur qui grandissait en elle. Parfois, la nuit, elle pleurait en silence, craignant que son petit acte de résistance ne mette sa famille en danger. Un soir, elle regarda la photo de son père sur son bureau. « Je te le promets, papa. Je ne reculerai pas tant que tout ne sera pas terminé. » Quelques semaines plus tard, une première décision tomba. L'IGPN établit que le brigadier-chef Dubois était coupable de violation de l'éthique et d'extorsion. Il fut immédiatement suspendu de ses fonctions. La nouvelle fit la une des journaux nationaux. De nombreuses chaînes de télévision diffusèrent l'histoire de Camille, la lycéenne qui avait refusé un pot de vin pour la justice de son père. Les habitants de son quartier organisèrent une petite fête de remerciement, mais la victoire n'était pas totale. Son père n'était toujours pas libre, car le dossier principal de l'affaire était toujours entre les mains du parquet. Mais maintenant, tout le monde savait qui était vraiment en faute. Ce soir-là, Camille était assise sur le balcon avec sa mère. Une brise légère apportait l'odeur de la terre humide après la pluie. « Maman, j'ai peur que tout cela ne soit pas encore fini, » dit Camille doucement. « Tu es déjà allée si loin, ma chérie. Parfois, le chemin de la vérité est solitaire, mais crois-moi, aucune vérité n'est jamais vaine. » Camille leva les yeux vers le ciel sombre, observant une petite étoile scintiller entre les nuages. Elle savait que le combat n'était pas terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que l'espoir était vraiment réel. Cela faisait 2 semaines que le brigadier-chef Dubois avait été suspendu. Le nom de Camille était désormais connu de beaucoup,
mais derrière l'attention médiatique, l'ombre de la menace n'avait pas disparu. Les nuits dans leur petit appartement étaient toujours tendues. Parfois, on entendait le bruit d'un scooter s'arrêter au bout de la ruelle, puis repartir. Parfois, un message anonyme arrivait sur le téléphone de Camille. « Arrête avant de le regretter. Tu crois que le monde se soucie des pauvres comme toi ?» Camille ne montrait rien de tout cela à sa mère. Elle se contentait de recopier ses menaces dans un carnet personnel, comme preuve supplémentaire si quelque chose devait arriver. Elle savait que la lutte pour la justice avait toujours un prix. Un après-midi, elle fut de nouveau convoquée à la DDSP pour un complément d'information. Cette fois, l'ambiance était différente. Devant le bâtiment, 2 berlines noires étaient garées. Plusieurs hommes en civil l'observaient d'un regard perçant. Maître Lucas, l'avocat qui l'accompagnait, lui chuchota « Ce sont les hommes de Dubois. N'aie pas peur, reste près de moi. » Camille redressa les épaules et entra. Dans le bureau, un nouvel enquêteur examina les documents et les preuves supplémentaires. Une fois terminé, le commandant Martin regarda Camille d'un air sérieux. « Camille, je dois être honnête. Il y a des pressions d'en haut pour que cette affaire soit classée rapidement. Mais nous ne pouvons pas laisser faire. Tu dois rester prudente. Je comprends, monsieur. Je ne veux qu'une chose. Que mon père soit libre et que le coupable réponde de ses actes. » Le commandant Martin hocha lentement la tête. C'est aussi notre objectif. Pendant ce temps, en coulisses, Dubois ne restait pas inactif. Avec l'aide de l'homme d'affaires qui avait percuté le père de Camille, il tentait de renverser la situation. Si on peut faire croire que cette fille a tort, les gens oublieront tout, dit-il cyniquement à ses complices. Ils commencèrent alors à répandre de fausses rumeurs selon lesquelles Camille ne cherchait que l'attention et avait délibérément calomnié pour devenir virale. Plusieurs comptes anonymes sur les réseaux sociaux commencèrent à diffuser de faux messages. Cette affaire n'est qu'une mise en scène. Son père est vraiment coupable. Camille veut devenir une star de TikTok grâce à ce drame. En quelques jours, la section des commentaires de Camille changea. Il y avait du soutien, mais aussi des insultes. Elle fut blessée en lisant un commentaire. « Si tu dis la vérité, pourquoi ton père est-il toujours en prison ?» Camille éteignit son téléphone. Ses yeux la brûlaient. Elle n'imaginait pas que les gens pouvaient accuser si facilement, sans savoir ce qui s'était réellement passé. Au lycée, la situation changea également. Certains amis commencèrent à s'éloigner, craignant d'être entraînés dans ses problèmes. Seuls ses 2 meilleurs amis, Léa et Théo, restèrent fidèlement à ses côtés. Un midi, à la cantine, Léa lui tapota l'épaule. « Camille, ne lis pas ces commentaires. Ils ne savent pas ce que tu traverses. » « Je sais, mais c'est fatigant, Léa. Parfois, j'ai envie d'arrêter. »« Si tu arrêtes, tous tes efforts et ceux de ton père auront été vains, » intervint Théo. Camille sourit faiblement. « Vous savez, avant, je voulais juste vivre tranquillement, et maintenant, c'est comme si j'étais l'ennemi de beaucoup de gens. »« Les gens honnêtes sont souvent seuls, » répondit Léa. « Mais ils finiront par comprendre. » Quelques jours plus tard, un événement plus grave survint. En rentrant du lycée, Camille trouva la porte de son appartement ouverte. À l'intérieur, tout était saccagé. Les vêtements étaient éparpillés, la vaisselle brisée, et la télévision était tombée au sol. Sa mère pleurait dans un coin du salon. « Ils sont entrés, Camille. 2 hommes. Ils ont dit qu'ils venaient juste chercher quelque chose, mais je n'ai pas osé résister. » Camille serra immédiatement sa mère dans ses bras. En elle, la peur et la colère se mélangeaient. Elle savait que ce n'était pas un simple cambriolage. C'était un avertissement. Cette nuit-là, elle et sa mère furent hébergées temporairement chez un bénévole de l'AJDPT. Maître Lucas vint leur apporter des nouvelles. « Nous avons prévenu la police. Mais il est probable qu'ils n'agiront pas rapidement, car les auteurs pourraient être des leurs. »« Alors, combien de temps devrons-nous nous cacher ?» demanda Camille. « Jusqu'à ce que l'audience disciplinaire de Dubois commence. Après cela, tout sera révélé. » Les jours s'écoulèrent dans la même tension. Camille essayait de continuer à aller au lycée, même si son esprit était souvent ailleurs. Dans son logement temporaire, elle se réveillait souvent au milieu de la nuit à cause de cauchemars. Mais chaque fois que la peur revenait, elle se souvenait du visage de son père derrière les barreaux. C'était suffisant pour lui redonner de la force. Jusqu'à ce qu'un après-midi, la nouvelle tant attendue arrive. L'audience disciplinaire interne contre le brigadier-chef Dubois commençait officiellement. Les médias s'emballèrent à nouveau. Des journalistes vinrent au siège de l'AJDPT pour des interviews. Cependant, Camille refusa d'apparaître.
Je ne veux pas être célèbre. Je veux juste la justice, dit-elle sobrement. Dans la salle d'audience interne de la police, l'atmosphère était tendue. Camille était présente avec Maître Lucas et plusieurs membres de l'IGPN. De l'autre côté, Dubois était assis, le visage impassible, flanqué de son avocat. Lorsque l'enregistrement vocal fut diffusé, la salle devint silencieuse. La voix de Dubois était parfaitement claire. « Donnez-moi 2000 €, et l'affaire est classée. » Plusieurs officiers supérieurs échangèrent des regards. Dubois se contenta de baisser la tête, mais son visage se crispa. Ensuite, des témoins civils furent appelés un par un. Tous corroborèrent l'histoire de Camille. Quand vint le tour de Camille de témoigner, elle parla d'une voix calme mais ferme. « Je ne cherche à faire tomber personne. Je veux simplement que ceux qui ont commis une faute soient punis et que les innocents soient libérés. Si je me tais, cela signifie que je contribue à perpétuer l'injustice. » Tout le monde dans la salle se tut. Même l'un des membres de la commission de discipline baissa la tête, comme s'il était touché. Après la clôture de l'audience, la décision ne fut pas immédiatement annoncée, mais la couverture médiatique s'intensifia. Le préfet lui-même serait intervenu. Cependant, cette nuit-là, sur le chemin du retour, une berline noire suivit le véhicule dans lequel se trouvaient Camille et Maître Lucas. Lorsque le feu passa au rouge, la voiture s'arrêta derrière eux. Un homme descendit, frappa à la vitre de Camille et dit doucement « Arrête maintenant, ou ta famille sera la prochaine victime. » Maître Lucas redémarra immédiatement et accéléra. Camille regarda par la fenêtre, le souffle court. « Maître, j'ai peur. Nous devons le signaler à l'IGPN. Ils ne peuvent pas nous menacer comme ça impunément. » Mais au fond d'elle-même, Camille commençait à vaciller. Elle savait que chaque étape devenait de plus en plus dangereuse. Elle ne pensait plus seulement en termes de bien et de mal, mais aussi à la sécurité de sa mère, de son père, et même à la sienne. Cette nuit-là, elle pria longuement, à genoux sur le sol de sa chambre. « Mon Dieu, si je fais fausse route, montrez-moi le chemin. Mais si c'est la bonne voie, donnez-moi la force d'aller jusqu'au bout. » 2 jours plus tard, la décision officielle tomba. Le brigadier-chef Dubois fut déclaré coupable d'extorsion et de fautes déontologiques graves. Il fut révoqué de la police nationale. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans tous les médias. Les gens exultaient dans les sections de commentaires. Certains responsables politiques saluèrent même le courage de Camille. Mais pour Camille, cette victoire avait un goût d'inachevé. Son père était toujours en prison et les menaces n'avaient pas cessé. Le soir même, elle reçut un appel inconnu. La voix à l'autre bout du fil était grave et mystérieuse. « Tu penses que tu as gagné, hein? Le jeu n'est pas terminé, gamine. Tu t'en es prise à des gens haut placés. » Le téléphone raccrocha aussitôt. Camille serra son téléphone, la main tremblante. Pour la première fois, elle sentit que son combat ne faisait que réellement commencer. Elle regarda par la fenêtre la pluie tomber doucement. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais cette fois, ce n'était pas de peur. Elle réalisait que ce n'était pas seulement un homme qu'elle combattait, mais un système qui, depuis si longtemps, forçait les petites gens à se soumettre aux puissants. 3 semaines après l'audience disciplinaire, la vie de Camille était encore loin d'être tranquille. Elle avait réussi à faire révoquer Dubois, mais les menaces qui pesaient sur sa famille n'avaient pas cessé. En coulisses, l'homme d'affaires ivre qui avait percuté son père commençait à s'activer discrètement. Il s'appelait Bernard Lacroix, un entrepreneur du secteur des transports qui avait des contacts au sein de la police et du parquet. Depuis que l'affaire Dubois avait éclaté, Lacroix s'efforçait d'éviter que l'affaire de l'accident ne remonte jusqu'à lui. Il avait ordonné à son avocat de sécuriser le dossier, tentant même de corrompre certaines parties pour que Jean-Pierre reste considéré comme le coupable. Cependant, il ignorait que Camille et l'équipe de l'AJDPT préparaient une dernière étape, révéler toutes les preuves au public. Ce matin-là, Camille était assise dans le bureau de l'AJDPT avec Maître Lucas et 2 journalistes d'investigation qui s'intéressaient à leur histoire. Sur la table étaient alignées d'épaisses chemises contenant des copies du dossier original de l'accident, des enregistrements de témoins oculaires, ainsi que des photos de la voiture de Lacroix, endommagée sur le côté droit. La preuve que la voiture avait heurté par le flanc, contredisant la version initiale de la police. Maître Lucas ouvrit la discussion calmement. « Si nous publions ceci dans les médias, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu es prête, Camille ?» Camille hocha la tête avec détermination. « Je suis fatiguée de me cacher. Laissez les gens tout savoir. » Cet après-midi-là, une vidéo de 15 minutes fut mise en ligne sur YouTube par un grand média national, intitulée « L'affaire Camille, du pot de vin à la corruption en uniforme ». Dans la vidéo, Camille racontait à nouveau toute la chronologie calmement,
accompagnée de preuves et de déclarations juridiques. La vidéo devint immédiatement virale. En 2 jours, elle fut vue plus de 5 millions de fois. Les internautes inondèrent la section des commentaires de soutien et de prières. Beaucoup furent touchés et participèrent à la campagne « Libérez Jean-Pierre ». Mais tout le monde n'était pas content. Lacroix, qui regardait la vidéo depuis son bureau, jeta violemment la télécommande de sa télévision. « Cette gamine cherche la mort. Préparez nos hommes. Je ne veux plus que mon nom apparaisse dans les journaux. » Pendant ce temps, au parquet, la pression publique se faisait sentir. Plusieurs magistrats commencèrent à s'interroger sur les irrégularités du dossier. L'une des jeunes substitutes du procureur, Madame Murau, réexamina discrètement les données de l'accident et découvrit que le rapport de police initial avait été modifié et que les signatures des témoins avaient également été falsifiées. Avec ces preuves, elle recommanda une révision du dossier. Le nouveau préfet de la République décida d'ouvrir une enquête interne approfondie. 3 jours plus tard, la maison de Camille reçut une visite inattendue. 2 policiers en uniforme arrivèrent avec un document officiel. « Nous venons chercher M. Jean-Pierre. Il est libéré sous contrôle judiciaire car son dossier a été déclaré irrecevable en l'état. » Sophie éclata en sanglots de joie. Camille courut serrer dans ses bras son père qui sortait de la voiture de police. Il avait l'air amaigri, mais ses yeux brillaient toujours de détermination. « Camille, c'est toi qui as fait tout ça. J'ai juste continué ce que tu m'as appris, papa. Ne pas avoir peur des puissants quand on est du côté de la vérité. » L'atmosphère dans la petite ruelle devint soudainement bruyante. Les voisins, qui ne faisaient que chuchoter auparavant, affluèrent pour les féliciter. Certains apportèrent des plats cuisinés, d'autres lui serrèrent la main avec fierté. Ce soir-là, le son des cloches de l'Angélus résonna avec douceur. Camille était assise sur le balcon, regardant le ciel orangé qui avait été le témoin du début de son voyage. Maintenant, ce même ciel lui apportait un sentiment de soulagement. Mais elle savait que le combat n'était pas entièrement terminé. Le lendemain, la nouvelle de la libération du père de Camille fit la une des journaux nationaux. Le titre à la télévision, après avoir fait le buzz encore et encore, le père de Camille est enfin libre. La preuve que la justice existe encore. Même le ministre de l'Intérieur fit une brève déclaration lors d'une conférence de presse. Nous devons nous assurer qu'aucun citoyen modeste ne soit privé de justice à cause de l'argent ou du pouvoir. Des cas comme celui de Camille doivent servir de leçon à tous nos agents. En entendant cela, Camille se contenta d'un petit sourire. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance, seulement du sentiment apaisant que son combat n'avait pas été vain. Cependant, peu de temps après, Camille reçut une autre lettre de menace. Cette fois, glissée sous la porte d'entrée. L'écriture était brève, le jeu n'est pas terminé. Lacroix n'oublie pas. Camille montra la lettre à maître Lucas. L'homme prit une profonde inspiration. Nous savons qu'il a encore des gens sur le terrain, mais cette fois, nous ne sommes pas seuls. Il y a aussi beaucoup de policiers intègres. Nous y ferons face. Et en effet, une semaine plus tard, la police arrêta 2 hommes de main de Lacroix qui tentaient de soudoyer un témoin. Suite à cette arrestation, le nom de Lacroix réapparut dans l'enquête. Une nouvelle importante secoua à nouveau l'opinion. En l'espace de 2 mois, Bernard Lacroix fut officiellement désigné comme le principal suspect dans l'affaire de l'accident et de la manipulation du dossier. Il fut placé en détention provisoire pour les besoins de l'enquête. Lorsque la nouvelle parvint à Camille, elle regarda en silence la photo de son père dans le salon. Finalement, tout est révélé, papa, murmura-t-elle. Plusieurs mois passèrent. La vie de la famille retrouva lentement son cours normal. Jean-Pierre avait repris son travail de chauffeur VTC, bien qu'on lui demande souvent de participer à des débats sur la lutte contre la corruption dans les lycées. Camille, quant à elle, continuait ses études tout en s'impliquant activement dans une association lycéenne œuvrant pour la défense des droits sociaux. Un après-midi, elle reçut une invitation de l'Université de Tours pour prendre la parole lors d'un événement intitulé « La voix du courage de la jeunesse ». Sur scène, vêtue simplement, elle s'adressa à des centaines d'étudiants. « Avant, j'étais juste une lycéenne qui avait peur de perdre son père. Mais j'ai appris une chose, la peur ne peut sauver personne. Parfois, une seule voix honnête peut ébranler les murs les plus solides. » La salle resta silencieuse quelques secondes, puis éclata en longs applaudissements. Ce soir-là, après l'événement, Camille était assise seule dans le parc de l'université. Le vent doux soufflait dans ses cheveux. Maître Lucas vint la rejoindre avec 2 tasses de thé chaud. « Tu réalises, Camille ? Ton histoire est devenue une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Je n'imaginais pas que ça irait si loin, maître.
Je voulais juste que mon père rentre à la maison. Parfois, les petites intentions sincères peuvent changer beaucoup de choses. Camille leva les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles semblaient plus brillantes que d'habitude. Je ne sais pas si, à l'avenir, je pourrai continuer à me battre contre des choses aussi grandes. Mais au moins, j'ai prouvé que les petites gens peuvent aussi se faire entendre. Maître Lucas sourit. Et cette voix ne s'éteindra pas. Quelques mois plus tard, le verdict final tomba. Bernard Lacroix fut reconnu coupable d'avoir causé l'accident et d'avoir manipulé le dossier judiciaire. Il fut condamné à 5 ans de prison ferme. Le nom de Camille réapparut dans les journaux. Mais cette fois, avec une note de respect. Dans son quartier, les habitants commencèrent à regarder la police différemment. Certains fonctionnaires corrompus prirent peur, mais d'autres furent au contraire motivés pour restaurer l'image de leur institution. Dans une courte interview, un jeune policier déclara « Si tous les citoyens étaient aussi courageux que Camille, peut-être que ce pays serait plus juste. » Les jours de Camille étaient désormais plus calmes. Elle aidait sa mère à tenir un petit stand de gâteaux devant la maison et continuait à étudier dur pour son baccalauréat. Parfois, elle recevait encore des messages de personnes de différentes régions, lui demandant conseil ou simplement la remerciant de leur avoir donné de l'espoir. Un soir, en écrivant dans son journal intime, elle nota une phrase qui serait plus tard largement citée par les médias. « On m'a menacé pour que je me taise, mais c'est précisément de ce silence qu'est né le courage. Car si nous arrêtons de parler, alors ceux qui ont tort continueront de se croire dans leurs droits. » Elle ferma son carnet, éteignit la lumière et s'allongea avec un sourire serein. Dehors, la lune était suspendue dans le ciel, brillante et pleine, tout comme son cœur cette nuit-là. Fin de l'histoire de celle qui refusa le pot de vin. Cette jeune fille avait secoué la police. L'histoire se terminait par un message moral universel, que le courage, l'honnêteté